Pour un meilleur positionnement des femmes sur les listes électorales, les législatives 2013, le ministère de l'administration territoriale initie une rencontre sur le sujet. C'était ce matin sous la présidence du Premier ministre Oumar Tantamli. Rentrée scolaire, l'heure est au préparatif à Kidal, une rentrée qui s'avère quelque peu difficile mais pas impossible, a assuré le gouverneur de région qui a fait le tour de certains établissements. Nous sommes jeudi 3 octobre, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous commençons avec le communiqué du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce jour dans la salle de délibération au palais de Koulouba et c'était sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et procéder à des nominations. Ibrahima Djombele, bonsoir. Bonsoir Raoui. Avec vous donc, lecture du communiqué du Conseil des ministres. Tout à fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et nous commençons par le chapitre des mesures réglementaires sur le rapport du ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale. Le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance autorisant la ratification de l'accord de prêt, de l'accord d'Istisna relatif au projet numéro 2 MLI 0127 et de l'accord d'Istisna dans le cadre de la déclaration de Jeddah concernant le projet de MLI 0128 signé à Bamako le 6 août 2013 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque islamique de développement BID pour le financement du projet de renforcement et de la résilience afin de lutter contre l'insécurité alimentaire au Mali. Dans le cadre du financement du projet de renforcement de la résilience afin de lutter contre l'insécurité alimentaire, la Banque islamique de développement a signé avec le gouvernement de la République du Mali 3 accords. Un accord de prêt de montant de 6 420 000 $ des États-Unis, soit 3 144 millions de francs CFA environ. Un accord d'Istisna pour la vente du travaux de génie civil au gouvernement de la République du Mali pour un montant de 7 225 000 $ des États-Unis donc, soit 3 538 millions de francs CFA environ. Un accord d'Istisna pour la vente de travaux de génie civil pour un montant de 13 528 500 $ des États-Unis, soit 6 626 millions de francs CFA environ. Ces prêts permettront de financer des travaux, équipements et services fournis dans le cadre du projet dont l'objectif est de contribuer à juguler la faim et l'insécurité alimentaire et à restaurer les acquis réalisés sur le plan économique et social et résultant de plusieurs années de croissance économique positive. Et de manière plus spécifique, le projet de renforcement de la résilience afin de lutter contre l'insécurité alimentaire vise à assurer la subsistance de la population rurale cible et au développement de leur capacité d'adaptation au changement climatique. Il aidera également à assurer la disponibilité de l'information nécessaire pour gérer la crise alimentaire. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux d'aménagement du périmètre de Sarantomo, 984 hectares, et à la construction de l'ouvrage de vidange de Pandori. Le marché est conclu dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement agricole de Djéné, qui est une des composantes du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Sélingué. Il porte sur l'aménagement de 984 hectares du périmètre de Sarantomo et la construction de l'ouvrage de vidange de Pandori. Les travaux à exécuter dans ce cadre comprennent l'aménagement du périmètre de Sarantomo à maîtrise totale de l'eau en amont de Djéné et sur la rive droite du Bani, la construction de l'ouvrage de vidange de Pandori destiné au contrôle des écoulements de la plaine de Pandori en liaison avec ceux de Niala et de Yébé.
Le marché est attribué après appel d'offres à l'entreprise Abdoulaye Diawara Diblo pour un montant de 3,637 milliards de francs CFA environ et un délai d'exécution de 24 mois. Le financement est assuré par la Banque islamique de développement BID. Sur le rapport du ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant affectation au ministère de l'administration territoriale de la parcelle de terrain sise à Baroueli, commune rurale de Baroueli, objet du titre foncier numéro 73 du cercle de Baroueli. L'affectation de la dite parcelle d'une superficie de 14 hectares 73 à 32 centiares devra permettre de procéder au recasement des personnes touchées par les travaux de construction de la route Konobougou-Baroueli et des déguerpis des opérations de réhabilitation du tissu ancien de la ville de Baroueli. Au chapitre des mesures individuelles au titre de la présidence de la République, le Conseil des ministres a été informé de la nomination de M. Baba Akib Aïdara en qualité de médiateur de la République. Le Conseil a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale, secrétaire général, M. Mamadou Maki Traoré, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère de l'administration territoriale, cabinet du ministre délégué chargé des affaires religieuses et du culte, chef de cabinet. Chef de cabinet, M. Abbas Fambougouri Traoré, journaliste, réalisateur, conseiller technique, M. Moussa Keita, professeur de l'enseignement supérieur, M. Paul Drabo, professeur de l'enseignement supérieur. Chargé de mission, M. Abdoulaziz Mahamadou Maïga, professeur de l'enseignement supérieur, M. Amadou Oumar Diakité, juriste. Au titre du ministère du Plan et de la Prospective, secrétaire général, M. Inaï Ag Mohamed, inspecteur des services économiques, chef de cabinet, et M. Adama Sanogo, ingénieur de l'industrie et des mines, conseiller technique, M. Brahima Sanogo, planificateur. Au titre du ministère des Domaines de l'État et des Affaires foncières, chef de cabinet, général de brigade Mamadou Balo, conseiller technique, Madame Si Awa Diallo, administrateur civil, chargé de mission, M. Abdoulaye Diakité, journaliste. Au titre du ministère du Commerce, chef de cabinet, M. Tchegoum Boubay Maïga, journaliste. Au titre du ministère du Travail, des Affaires sociales et humanitaires, chargé de mission, M. Idrissa Amala Keita, gestionnaire, directeur national du développement social, M. Modibo Diallo, administrateur de l'action sociale, inspecteur en chef adjoint à l'inspection des affaires sociales, M. Abdoulaye Traoré, administrateur de l'action sociale. Au titre du ministère du Logement, secrétaire général, M. Ngolo Koulibaly, ingénieur des constructions civiles, chef de cabinet, M. Moussa Baba Diarra, inspecteur des services économiques, conseiller technique, M. Mahamadou Lamine Sidibé, ingénieur des constructions civiles, chargé de mission, M. Amadou Ambotimbe, professeur principal de l'enseignement secondaire. Au titre du ministère de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville, secrétaire général, M. Abdoulaye Imran, ingénieur des constructions civiles, chef de cabinet, M. Amadou Diop, gestionnaire, conseiller technique, M. Bamoussa Ouattara, inspecteur des finances, M. Nafek Keita, maître de conférence, M. Abbas Yalkouye, ingénieur des constructions civiles, M. Mamadou Wan, ingénieur des constructions civiles, M. Bamba Famoussa Sissoko, magistrat chargé des missions, M. Mamadou Keita, économiste, M. Ousmane Sadio Touré, professeur, Madame Fatou Binta Diop, juriste. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, chef de cabinet, Madame Diawara Essata Amata Touré, dite Ladi, ingénieure informaticienne. Chargé des missions, M. Youssouf Koulibaly, juriste, M. Boubacar Diallo, journaliste, M. Lamine Baba Sissé, professeur au titre du ministère de l'Artisanat et du Tourisme,
chef de cabinet, Madame Oumou Dambélé, administrateur du tourisme. Chargé de l'émission, Monsieur Mamadou Traoré, gestionnaire, Monsieur Zanga Goïta, ingénieur à Ouétouré. Merci Ibrahima Djambélé. Ce soir, nous revenons sur quelques temps forts du discours à la nation du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Discours prononcé hier soir et dans lequel le président de la République ne cachait pas son indignation face aux derniers événements produits à Kidal, Tombouctou et dans la garnison de Kati. On fait le point avec Sidiki Dambélé. Chers compatriotes, c'est avec un ton ferme et rassurant que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est adressé à la nation dans un discours de 7 minutes. En toile de fond, les attaques des groupes armés à Kidal, l'attentat suicide à Tombouctou, mais aussi la fronde de certains militaires dans la garnison de Kati. Des événements qui ont poussé le président de la République à écourter son séjour parisien et face auxquels il ne cache pas son indignation. Mais sachant, vous imaginez aisément l'indignation et l'humiliation que me causent les événements dont Kati est le triste théâtre depuis lundi. Une investigation est en cours sur les raisons et les acteurs de cette gifle à la nation. Au moment, je le répète, où les soldats d'autres nations, quittant leur pays et leur famille, sont sur notre sol pour nous défendre, et cela parfois jusqu'au sacrifice suprême. Si nous voulons demeurer un pays d'honneur, cet honneur nous commande, en toute humilité, d'être attentifs au déséquilibre, à l'iniquité et d'une manière générale au dysfonctionnement dans l'armée. Certes, pour l'armée républicaine promise et attendue, comme pour les autres segments de la nation, il n'est guère de salut en dehors de l'ascenseur républicain, c'est-à-dire le mérite, la prévisibilité, l'équité et la justice. Mais je ne saurais tolérer l'indiscipline et l'anarchie. En aucun cas. En aucun cas. Je veux renouveler ici tous mes engagements pour l'avènement de la nouvelle République et de la nouvelle armée. Mais qu'on ne s'y m'y prenne pas. On ne me trimballera pas. On ne me trimballera pas. J'ai d'ailleurs instruit au gouvernement de procéder sans délai à la liquidation des comptes et à l'établissement du procès-verbal de dissolution du comité militaire pour la réforme des forces armées de sécurité et de défense. Que la hiérarchie prévale désormais, que les chefs militaires s'assument, que la chaîne de commandement se fasse obéir ou qu'elle avoue son impuissance, et alors j'aviserai, je saurai quoi faire pour le Mali. Je n'ai pas été porté à la tête de ce pays pour l'affaiblir. Non. Pour le trahir, non. Pour le piller, non. En faire la risée du monde, que non. Ou le laisser aller à la dérive. Le président de la République est conscient que sa mission n'est pas une sinécure. C'est pourquoi il en appelle au sens élevé du devoir de tous et en même temps met en garde contre certains agissements. En clair, pour lui, la récréation est terminée. Tant que je resterai investi de votre confiance, j'assumerai mes très hautes fonctions dans la dignité, en toute sérénité et avec une inébranlable détermination, que nul n'en doute. Je le redis, et je veillerai à ce que cela soit. Je le redis aux auteurs des événements honteux de Kati. Il suffit. En vue de corriger les erreurs et omissions qui ont pu être commises, une commission spéciale placée auprès de l'inspection générale des armées et services recevra toutes les réclamations relatives aux avancements. Conformément aux orientations définies par le président de la République, chef suprême des armées, le ministre de la Défense et des anciens combattants est déterminé à ne tolérer aucun manquement à la discipline et à l'éthique. Aussi, dans le respect des textes régissant la vie militaire, une procédure disciplinaire sera ouverte à l'encontre de tous les éléments impliqués dans les troubles du 30 septembre dernier. L'opération Sania sera poursuivie avec rigueur le temps qu'il faudra.
Et restons dans le même chapitre et pour s'assurer de l'effectivité des mesures énoncées ci-dessus, le chef d'état-major des armées et les différents chefs d'état-major se sont rendus sur place à Kati pour suivre l'opération de restauration de la discipline et protéger la population. Compte rendu, Abdul Karim Kaba. La discipline, le respect de la hiérarchie sont des caractères d'un bon militaire. C'est pour restaurer ces valeurs que l'opération Sania ou propriété a été lancée à Kati par les autorités militaires suite aux événements de lundi dernier. Elle consiste à récupérer toutes les armes inégalement détenues par des militaires, de sécuriser le camp de Kati et la population. Nous avons pris position donc, partout où le besoin fait sentir. Et puis, comme vous pouvez le constater, depuis notre arrivée, depuis ce matin, les gens sont réveillés. On trouvait que nous avions déjà le contrôle de la place d'armes de Kati. Et puis, ils continuent à aller donc, dans les affaires. De toutes les façons, nous ne sommes pas venus pour quelque chose de particulier contre X ou Y. Nous sommes venus pour sécuriser les populations de Kati, prendre le contrôle de la place d'armes, donc au mains des mutins qu'il avait, pour que chacun puisse s'occuper normalement. Désormais à Kati, c'est la discipline qui sera le maître mot. Pour cela, le commandant des zones n'est pas allé avec le dos de la cuillère. L'uniforme que nous revêtons ne peut pas nous mettre au-dessus de la population. C'est l'impôt de la population. Et c'est ça qui fait de nous les esclaves de la population. Parce que certains pensent qu'en revêtant l'uniforme, on se met au-dessus de la population. Ça, ce n'est pas vrai. Donc c'est cette culture-là aussi que nous allons essayer de donner à nos hommes. C'est maintenant que nous allons pouvoir travailler. Nous avons été contrariés quelque part. Sinon, nous savons et chacun de nous sait ce qu'il doit faire. Le soldat, il me respecte et il va me respecter. C'est le règlement qui nous lie et il va faire ce que je lui demande de faire. Ce qui va changer dans les casernes ici à Kati, c'est la discipline. C'est la discipline parce que tu te soumets à la discipline ou tu pars. On demande ta radiation pure et simple. Et le gouvernement doit nous appuyer dans ce sens. Le discours du chef de l'État a renforcé plus les chefs militaires dans leur action. Le général Ibrahima Dairou Dambélé rassure que toutes les fautes seront punies. Donc leur sort, c'est les différents chefs d'état-major, comme il y a toutes les armées là-dedans, que ce soit l'armée de terre, l'armée de l'air, la garde nationale. Ils seront mis à la disposition de leurs différents chefs d'état-major qui vont organiser leur conseil de discipline suivant le règlement. Et ensuite, les différentes sanctions seront. Avant de poursuivre avec le cours de ce journal, nous vous disons tout simplement, juste après ce journal, vous pourrez suivre la traduction du discours à la nation du président de la République en Bamana par Marc Koulibaly. L'actualité sur un tout autre plan, comment faciliter l'inscription des femmes sur les listes de candidature pour les élections législatives à venir? La question était au centre d'une rencontre organisée par le département de tutelle. L'objectif était de plaider pour un meilleur positionnement des femmes sur les listes de candidature. Une cérémonie présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, Oumar Tatam Li, avec le compte-rendu de Bourama Traoré. Le premier tour des élections législatives est annoncé pour le 24 novembre 2013. Avant cette échéance, on réfléchit à un meilleur positionnement des femmes sur les listes de candidatures. À l'initiative du département de tutelle, la rencontre aborde la problématique de la représentativité des femmes aux instances de décision. Les partis politiques sont les seuls acteurs qui peuvent aider les femmes à avoir la plus grande représentativité au niveau des institutions. Il faut une volonté politique, certes, de la part du gouvernement, ça c'est autre chose. Mais concernant les élections législatives et les élections communales, ce sont les partis politiques qui sont à même de gérer cela. Nous allons faire ce plaidoyer avec les partis politiques et leur demander d'accepter le partage avec les femmes. Ce plaidoyer se justifie aisément. En effet, les femmes restent sous-représentées dans les postes électifs et nominatifs. La meilleure illustration, c'est le nombre de femmes maires au Mali, 8 sur 703 au total. Au niveau de l'Assemblée nationale, elles sont 15 sur 147 députés. Pour redorer ce tableau, le rôle du politique est fondamental. Les partis politiques constituent le socle de cette stratégie pour une participation politique des femmes, car ce sont eux qui désignent, recrutent et soutiennent les candidats et candidates aux élections. Cette réunion de haut niveau
est particulièrement importante en ce qu'elle vise à instaurer un dialogue avec les états-majors des partis politiques en lice pour les prochaines élections législatives en vue d'une présence accrue et d'un meilleur positionnement des femmes sur les listes électorales. Pour le Premier ministre, la participation active de la femme à la vie publique et politique est l'une des priorités du gouvernement. Oumar Tatamli annonce certaines mesures visant à aider les femmes candidates à réussir les législatives à venir. Je souhaite que cette rencontre soit mise à profit pour approfondir les stratégies et les actions qui permettront une meilleure participation des femmes comme candidates aux différentes élections. D'ores et déjà, j'ai donné des instructions pour que pendant la période de pré-campagne, qui est une période d'accès libre aux médias, des tranches horaires soient réservées aux femmes pressenties comme candidates aux élections législatives afin qu'elles puissent faire valoir leur message à l'ERTM, qu'il s'agisse de la télévision et de la radio. Le gouvernement accordera une attention particulière aux résultats et recommandations de votre rencontre et travaillera avec vous en vue du renforcement des institutions démocratiques issues des élections générales de 2013 et de 2014. De cette rencontre devront sortir des recommandations susceptibles de contribuer à mieux positionner les femmes sur les listes de candidatures des différents partis politiques. Nous sommes avec les femmes, restons avec elles pour vous faire partager ce communiqué de la CAFO suite au regain de tension à Kati et Kidal. Au moment où le monde entier nous regarde avec admiration et respect, la CAFO attire l'attention des patriotes à veiller à ce que les facteurs de division pouvant être réglés de façon pacifique ne deviennent virulents au point de mettre en péril la paix sociale dans notre pays. Les femmes de la CAFO, conscientes de leur rôle de force positive, rassembleuse des familles, unificatrices des communautés, régulatrices de conflits, se sentent obligatoirement concernées par toutes les questions liées à la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble obligatoire. Préparatifs des législatives, on en parle également à Ségou. La rencontre qui a regroupé les membres de la commission régionale d'organisation des élections et les partis politiques visait à mettre l'ensemble des parties prenantes au même niveau d'information. De Ségou, nous retrouvons Kandé Silla. Le chronogramme des élections législatives et la révision des listes électorales sont entre autres points débattus au cours de cette rencontre. Une rencontre qui a regroupé d'une part les membres de la commission régionale d'organisation de ces élections et d'autre part les responsables des partis politiques et autres acteurs de la région. Il s'agit là de mettre les différentes parties prenantes du processus électoral au même niveau d'information. Depuis le 1er octobre, les commissions administratives ont démarré leurs travaux au niveau des communes, c'est-à-dire le travail annuel de la révision des listes électorales. En plus de cela, notre ministre nous a envoyé une décision nous demandant d'observer, en tout cas du 15 octobre au 31, une période spéciale pour les transferts. Bien que ces opérations de transfert ont lieu maintenant, mais nous avons informé les gens pour qu'ils comprennent que du 15 octobre au 31 octobre, il y aura des opérations spéciales de transfert des électeurs. Les questions relatives à la carte NINA et à la situation des personnes déplacées ont été les principales préoccupations évoquées. Pour le conseiller du gouverneur, les dispositions utiles sont envisagées, mais il faudra aussi compter sur le temps pour aplanir l'ensemble des difficultés. Ici à Bamako, une séance de travail a eu lieu aujourd'hui entre le ministre de la Justice, garde des Sceaux, avec le président du Conseil économique, social et culturel. À Jamil Bitar et les membres du bureau de l'institution, Maître Mohamed Ali Bachili est revenu et expliqué la nécessité de relecture des critères d'attribution des marchés et de promotion des magistrats. Les réformes vont également s'étendre à la lutte contre la spéculation foncière et à l'inventaire des dossiers relatifs aux contentieux liés au marché public. Moïse Traoré, compte rendu. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, envisage une série de réformes. Au cours d'une séance de travail, le bureau du Conseil économique, social et culturel apprend de vive voix qu'il sera par exemple question de lutter contre la spéculation foncière et revoir les critères de formation et de promotion des magistrats. Lorsqu'on est ministre de la Justice, on prend quelque part en charge la structuration juridique de ces comportements et lorsqu'il y a un problème,
le ministre de la Justice intervient avec les outils de la loi pour régler ces problèmes. Donc, est-ce qu'il peut logiquement mener une politique judiciaire sans la tâche de ce conseil? Je ne crois pas. Le garde des Sceaux entreprend l'inventaire des dossiers relatifs au contentieux des marchés publics. Une réforme judiciaire, ça ne se décrète pas, ça se construit, et ça se construit dans la recherche des partenariats autour de toutes les questions juridiques qui doivent être impliquées et mises en œuvre dans le cadre de la recherche de cette nouvelle politique judiciaire. Voilà. Aujourd'hui, que le ministre veuille s'attaquer à un fléau qui a certainement été l'occasion, sinon qui a suscité tous ces remous dans notre pays, à savoir la corruption. Toutes les compétences que nous avions au niveau du Conseil économique, social et culturel seront à disposition de M. le ministre afin de pouvoir l'accompagner. Assemblée consultative, le Conseil économique, social et culturel suit l'exécution des décisions du gouvernement. Il s'agit de décisions relatives à l'organisation économique, sociale et culturelle. Ouverture ce matin au Centre international de conférence de Bamako de l'atelier de validation du rapport sur l'état des lieux du paysage audiovisuel de notre pays. Ce document est relatif à la transition de l'analogie vers le numérique de l'audiovisuel malien. Les travaux ont été ouverts par le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information. Reportage Cheikh Oumar Sangaré. Le présent atelier vise la validation du rapport produit par des experts recrutés par le département en charge de la communication et des nouvelles technologies. Comme vous le savez, notre pays est en pleine mutation vers la numérisation de son espace audiovisuel conformément à son engagement dans l'accord de Genève. À cet effet, une structure spécialisée a été créée pour mener à bien ces vastes projets. Il y a 7 ans, le Mali s'est engagé à travers un accord dénommé Accord Genève GE06 a réalisé à l'échéance du 17 juin 2015 ce qu'il est convenu désormais d'appeler la transition de la radiodiffusion analogique vers le numérique. Au Mali, le dossier de la transition numérique a pris corps avec la création auprès du Premier ministre du Comité national pour la transition de la radiodiffusion analogique terrestre vers le numérique CNTN. Pour doter les CNTN en données fiables, un comité ad hoc a fait l'état des lieux du paysage audiovisuel malien. De son rapport, il ressort que le nombre élevé d'organes de régulation rend la gestion de l'audiovisuel très complexe. Le paysage audiovisuel reste occupé par 5 opérateurs qui sont l'ORTM, Malivision, Multicanal, Digitel et Canal Sud. Je suis persuadé que vous saurez mesurer toute la portée et l'importance du projet de transition numérique, l'un des plus grands chantiers dans le domaine de la communication durant les 10 dernières années. Ce faisant, j'ose espérer qu'au terme de vos travaux, vous indiquerez la voie à suivre pour résorber non seulement le retard accusé, mais aussi le chemin d'une transition en harmonie avec nos réalités. Capitaliser l'expérience de l'ORTM en matière de mutualisation des moyens et de partage d'infrastructures, mettre en place une redevance radio-télé pour financer la production nationale des programmes par les éditeurs de services audiovisuels, planifier des formations à court et moyen terme pour faire face aux besoins en ressources humaines sont entre autres recommandations de ces rapports. Le ministre du Développement rural et le ministre délégué en charge de l'élevage, de la pêche et de la sécurité alimentaire étaient hier dans la zone d'intervention de l'Office du développement rural de Séléngué. Après la rencontre avec les cadres et les organisations paysannes, les 2 ministres sont allés dans les périmètres et ont visité le site où sera construit le seuil de Kourouba. Le récit de nos envoyés spéciaux, Boubacar Sissoko et Abdrahman Dokatraoré. Les 2 ministres en charge du développement rural, de l'élevage, de la pêche et de la sécurité alimentaire sont venus à Séléngué pour s'imprégner de l'état des lieux de l'Office du développement rural de Séléngué. Malgré les difficultés conjoncturelles, l'administration de l'ODRS entend relever les défis afin que Séléngué soit un pôle agro-industriel, qui est la nouvelle vision du ministère du développement rural. Les problèmes que nous avons posés en termes d'infrastructures, en termes d'aspects financiers,
ont eu une oreille attentive auprès de ces deux responsables. La nouvelle vision du ministre qui consiste à créer des zones agro-industrielles de développement est la bienvenue. Les potentialités sont là, nous avons suffisamment de terre, nous avons de l'eau, nous ne sommes pas loin de Bamako, les marchés ne sont pas loin. Après les échanges avec les cadres de l'ODRS et les organisations paysannes de Selengue, Dr Bokari Treta et Nango Dambele se sont rendus à Kourouba pour visiter le site du seuil qui sera construit en 2014 sur le Sankarani. Ce seuil aura une triple fonction. Il est financé par la Banque africaine de développement BAD, environ 5 milliards de francs CFA. Il est prévu donc de créer un microcentral, qui va profiter de la hauteur de chute d'environ de 4 mètres, qui va produire à peu près entre 5 mégas. Et aussi surtout le désenclavement de deux communes de part et d'autre. Sankarani, c'est la commune de Kourouba et la commune de Maramandougou. Donc le seuil de Kourouba va servir à 3 fonctions. Rehaussement du niveau de la Sankarani pour pouvoir irriguer les plaines de Manikoura. Cet outil d'irrigation qui sera réalisé à Kourouba permettra aux stations de pompage du périmètre de Manikoura de tourner à plein régime. Au cours de la journée, nous avons dû dire à chaque fois ce qui nous paraissait essentiel. Notre outil de production est centré sur les aménagements. On ne peut pas le réussir si on n'entretient pas les réseaux d'aménagement. C'est une chance pour les populations qui se situent dans ces zones à forte potentialité. Et ce sont des investissements importants, des crédits importants que le pays met à leur disposition pour leur développement. L'une des solutions pour améliorer le taux de rendement dans les périmètres irrigués par le barrage de Selengue est la réhabilitation du réseau. C'est la conclusion tirée par la délégation ministérielle à l'issue de cette mission. Booster la production rizicole en zone office du Niger en mettant à la disposition des organisations paysannes les résultats de la recherche, c'est la volonté du projet AgriFam qui a été lancé mardi dernier à Bamako. Compte rendu Mamourou Sidibé. Financé à hauteur de 96 millions de francs CFA, AgriFam est un nouveau projet qui vient d'être lancé au Mali. Il s'occupe de l'appui conseil des producteurs riz en zone office du Niger. Le projet proposera aux producteurs de nouvelles méthodes technologiques rizicoles afin d'augmenter la production. Le projet va travailler sur les problèmes qui bloquent le transfert des technologies des chercheurs vers les organisations paysannes. L'Institut de recherche et de promotion des alternatives en développement et la coordination nationale des organisations paysannes du Mali vont assurer la mise en œuvre de ces projets. Nous attendons de ce projet que nous arrivons à développer avec les organisations paysannes des plateformes multi-acteurs qui permettront une meilleure identification des contraintes qui se posent aux utilisateurs directs de la recherche et qui feront l'objet des projets qui seront étudiés et chercher les solutions aux différents problèmes. Donc ça c'est d'un côté. De l'autre côté, c'est aussi les résultats de recherche qui sont disponibles actuellement peuvent être mis en valeur, transférés au niveau des organisations paysannes et des services de développement pour gérer les problèmes de contraintes qui se posent non seulement à la production agricole, à la transformation et à la commercialisation. Ainsi lancé pour une durée de 3 ans, ce projet va certainement contribuer à la sécurité alimentaire. Toujours dans le domaine agricole, l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides, ICRISAD, vient d'organiser à Samanko la journée paysanne de l'arachide. 75 femmes ont pris part à la journée en présence de notre reporter Garibou Pérou. Organisée par l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides, cette journée paysanne de l'arachide a pour vision de faciliter l'échange des informations et de mettre en relation les acteurs de la chaîne de valeur arachide afin d'augmenter sa production. Pour la réussite de cette culture de rente, la journée paysanne met l'accent sur le rôle des femmes. La femme joue un rôle très important dans la famille et dans la sécurité alimentaire des enfants et dans la sécurité nutritionnelle des enfants. Justement, c'est pour assurer cette sécurité alimentaire qu'une gamme de variétés améliorées a été testée par les chercheurs. Elle s'adapte mieux au changement climatique selon les techniciens. Là, vous venez de voir tout de suite, on était sur une parcelle d'essai préliminaire.
On dit essai préliminaire, pourquoi? Parce que c'est un essai là où les variétés ne sont pas encore totalement fixées. Il y a une technologie de récolte qui est le système d'arrachage avec les bœufs, avec une charrue. Donc les bœufs déterrent et il y a des gens qui vont les mettre en petites meules. Cette formation pour moi, en tant que femme rurale, vaut plus que l'argent. J'ai vu et compris comment entretenir les champs et comment sélectionner les bonnes semences. Je suis vraiment contente. L'arachide est cultivé sur environ 36% de la superficie totale cultivée au Mali, selon les études menées par ICRISAT. La même source indique que cette filière représente 64% du revenu en espèces des ménages agricoles. L'économie rurale va certainement augmenter, surtout avec les 22 nouvelles variétés tolérantes à la sécheresse et aux maladies foliaires, ce qui veut dire que l'arachide devient le nouvel or des paysans. Les initiatives privées doivent être encouragées et accompagnées pour booster le secteur privé afin de réduire le taux de chômage dans notre pays. C'est la conviction des responsables de l'APEJ et c'est dans cet esprit que Mme Maïga Sinadamba a visité 2 centres de formation de jeunes diplômés ou déscolarisés. Il s'agit des centres de formation des entrepreneurs de Baguineda et des métiers de la chaudronnerie de Niamana. Mohamed Diarra. Un Mali sans chômeurs, c'est ce qu'on cherche à traduire en réalité au centre de formation des entrepreneurs situé dans la commune de Baguinda. En moins de 3 ans, le centre a formé 250 jeunes, des titulaires du DF non orientés ou des jeunes déscolarisés. La directrice générale de la pêche est venue constater cette prouesse et encourager les promoteurs du centre. Sina Damba s'est aussi rendue à Niamana où elle a visité le centre Negeblou. Notre mission aujourd'hui nous commande de sortir et d'essayer d'identifier non seulement les niches d'emploi, mais les opportunités d'emploi aujourd'hui qui peuvent s'offrir aux jeunes. Dans le cadre aussi du partenariat public-privé, nous avons pu rencontrer 2 partenaires qui sont importants et qui sont en train de conduire des activités qui rentrent en droite ligne dans ce que nous devrions faire ou dans ce que nous sommes en train de faire. Au centre de formation des entrepreneurs de Baguinda, plus d'une dizaine de corps de métiers sont enseignés. Il s'agit par exemple du maraîchage, de l'embauche bovine, de l'agriculture et j'en passe. Dans ce cadre-là qu'on veut créer un partenariat avec la pêche, on est dans l'entrepreneuriat, eux ils sont dans l'entrepreneuriat. Il est très important que les 2 structures se donnent la main. À Niamana, le centre de formation Negeblou fait des heureux tout en résorbant le chômage. Des jeunes y apprennent les métiers de la chaudronnerie et de la tuyauterie. Nous allons non seulement travailler sur le perfectionnement des jeunes, toujours en quête de qualification professionnelle pour leur insertion. Donc, c'est sur tous ces points que nous allons travailler avec la pêche. Ces actions sont reconnues et méritent d'être soutenues afin d'orienter des jeunes vers le secteur privé. Les jeunes pensent peut-être à tort que quand on a un diplôme en psychologie, il faut travailler dans ce domaine-là. Aujourd'hui, avec l'appui de ces centres-là, je pense que la plupart des jeunes diplômés que nous avons, ils peuvent se reconvertir. À partir de là maintenant, nous allons voir avec ces centres-là ou avec ces fermes-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le maximum de jeunes puissent s'y intéresser et avec le soutien de la pêche, effectivement qu'on puisse les accompagner et soutenir ces établissements dont les efforts méritent d'être reconnus et salués. Dans ces centres, l'on est convaincu que la réussite est au bout de l'effort. Le représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies et le représentant de la CEDEAO étaient ce week-end à Kidal. Cette visite a été motivée par les récents événements dans la région. Ce que nous dit depuis Kidal, Tchemoko Sagara. L'agression des 3 ministres et des grenades lancées récemment sur des gardes maliens devant la BMS à Kidal n'ont pas laissé la CEDEAO et les Nations Unies indifférentes. C'est tout le sens de cette visite du représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies Abdoulaye Bathily et du représentant de la CEDEAO Abdou Chaka Touré. Sitôt arrivés, les 2 personnalités ont rencontré le gouverneur de Kidal et son staff dans les locaux de l'ex-mairie. Ici, le gouverneur Kamisoko a d'abord expliqué les conditions de vie très difficiles de l'administration générale et de l'armée malienne présente à Kidal, avant de signifier son engagement pour respecter et faire respecter l'accord préliminaire signé à Ouagadougou. Eh bien, nous sommes venus pour nous informer de la situation et recueillir l'avis des différents acteurs
sur comment ils voient cette situation et quelles perspectives. La délégation a ensuite rencontré successivement le MNLA et les responsables du HQA. Ces deux partis ont fait la genèse des multiples rébellions survenues au Mali avant d'évoquer leur volonté d'œuvrer pour une paix durable. J'ai bon espoir, puisque des engagements ont été pris, en tout cas, pour dire que les uns et les autres demeurent fidèles au processus de paix, vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que ce processus de paix ne déraille pas. Nous pensons qu'à partir du moment où tout le monde reste dans ce momentum, il y a les raisons d'être optimiste et de savoir que tous les Maliens, quels qu'ils soient, sont conscients qu'aujourd'hui il n'y a pas d'autres issues que le fait de se parler, le fait d'instaurer la paix pour le Mali, la paix pour la sous-région et comme ils l'ont dit, la paix pour le monde, parce que le terrorisme ne menace pas que le Mali, ça menace tout le monde entier. Avant de quitter Kidal, la délégation a rendu une visite de courtoisie à l'aminokal Intala Ag Atayer. Restons à Kidal où dans quelques jours, les élèves vont reprendre le chemin de l'école. Cette reprise s'avère quelque peu difficile à cause de la dégradation des salles de classe. Les tables-bancs et les toitures des classes sont presque inexistants. En vue de préparer la rentrée scolaire, le gouverneur et le maire de la commune urbaine de Kidal se sont rendus dans certains établissements pour constater l'état. Tchemoko Sagara que nous retrouvons. À Kidal, à quelques jours de la rentrée scolaire, les salles de classe demeurent très dégradées par l'action des djihadistes et narcotrafiquants. Les portes et les fenêtres sont sans battant, des toitures enlevées, aucune installation électrique ne fonctionne. Les tables-bancs disparus, des armoires saccagées, l'adduction d'eau et les panneaux scolaires arrachés. Même le sol des salles de classe n'est pas épargné. À ce jour, quelle est la position du personnel enseignant? Nous avons certains enseignants qui sont là, mais la plupart des enseignants sont à Bamako. Ils attendent leurs frais de transport, les 100 000 francs, ne serait-ce que le frais de transport. Certains matériels ont été récupérés et stockés par la population. Une population qui, selon le gouverneur, est pressée de voir le retour des enfants en classe. Tous les enfants sont en train de dire aujourd'hui, le 17 nous partons à l'école, le 17 nous partons à l'école. C'est encourageant parce que quand les enfants iront à l'école, nous aurons une épée enlevée du pied. Le niveau de dégradation, l'engagement des autorités et la pression des élèves et parents d'élèves ont motivé le chef de l'exécutif régional à tendre la main aux partenaires de l'éducation. J'ai rencontré le PNUD, j'ai rencontré l'UNICEF, j'ai rencontré l'ambassade des États-Unis. Éventuellement, je suis un peu en contact avec Serval ici, qui ont pris contact avec l'ambassade de France. Donc, ma force, c'est l'État et ses partenaires. Donc, je pense que l'État et ses partenaires feront tout vraiment pour faire face aux difficultés aujourd'hui que nous avons. Selon le gouverneur Kamisoko, l'État, tout comme les partenaires, sont à pied d'œuvre pour réussir une rentrée scolaire 2013-2014 à Kidal. En 5e région, l'ONG Sahel Eco, en partenariat avec l'International Tree Foundation, vient de procéder au lancement du projet Tree for Livelihoods, qui veut dire arbre pour le renforcement des moyens d'existence des communautés dans les communes de Konaburudougou, Koumbaye et Oromodi. Aminata Touré. Pour un coût de plus de 399 millions de francs CFA et une durée de 4 ans, le projet Tree for Livelihoods, ce qui veut dire arbre pour le renforcement des moyens d'existence des communautés dans les communes de Kona, Borondougou, Koumbaye et Oromodi, est une initiative de l'ONG Sahel Eco en partenariat avec l'International Tree Foundation ITF. Il a pour objectif, entre autres, d'accroître la sécurité alimentaire, de réduire la pauvreté et de renforcer la résilience aux chocs et changements climatiques à long terme. Le projet a été bâti sur une parfaite connaissance des problèmes socio-économiques et écologiques de la région. Nous, acteurs de la mise en œuvre de ce projet, croyons fermement à l'atteinte des résultats et des objectifs de ce projet. Pour les autorités communales bénéficiaires, le présent projet vient à point nommé. La conception, l'élaboration du présent projet auquel nous avons activement pris part à travers des études de faisabilité, des ateliers d'identification des terres dégradées et la restitution au niveau des communes est en parfaite harmonie avec nos plans de développement communaux.
Le préfet du cercle de Mopti et le vice-président du conseil de cercle ont tous salué cette belle initiative qui prend en compte les actions inscrites dans les plans de développement économique, social et culturel PDSEC et les plans communaux d'action environnementale des communes couvertes. Les 137 000 habitants du cercle de Bourem prônent la réconciliation. Une rencontre intercommunautaire vient de se tenir et l'occasion était bonne pour les représentants des 5 communes du cercle de débattre, et cela à bâton rompu dans les règles de la démocratie. Tous veulent la paix pourvu que justice soit rendue. La rencontre a été organisée par l'ONG Taoussa de Bourem grâce à l'appui financier de l'ONG du programme ONU Femmes. Compte rendu depuis Bourem de Drissa Akone. Situé au centre des régions de Kidal, Gao et Tombouctou, le cercle de Bourem, avec ses 137 670 habitants, vit toujours avec le trauma de l'occupation. Les populations composées de Tamashek, Arabes et Songoï ont subi toutes sortes de brimades des bandits de tout Akabi. Cette épreuve dure qui a jalonné notre histoire a créé de la mésentente entre les communautés. Maintenant que les choses se normalisent, cette atmosphère délétère détourne le processus de réconciliation et de développement. Le cercle étant connu pour son dialogue, nous ainsi avec la tradition à travers cette journée intercommunautaire. Notre objectif est atteint parce que les populations qu'on a rencontrées des 5 communes qui sont là, ils se sont défoulés, on s'y attendait, on savait que ça ne serait pas facile. Ils ont versé leur venin et puis ils sont en train de retrouver les esprits. Maintenant, on ne peut que nous satisfaire de ce qui s'est passé dans la rencontre. On les conseille à la prochaine impliquer les autres. Sur la table des débats, l'objectif visé reste le dialogue et le pardon entre les communautés. C'est à ce prix qu'en découle une paix durable, précise un participant du 3e âge. Les leaders communautaires et religieux des communes de Bamba, Temera, Taboué et Bourem ont assisté à un exposé sur les approches liées à la réconciliation et à la paix. Et ils ont leur mot à dire. Nous, on attendait cette rencontre il y a longtemps. Surtout notre commune de Temera, nous avons démarré les choses avant cette rencontre. À un moment, il y avait un malentendu entre nos Tamashek même. Nous-mêmes, communauté noire, on s'est mis d'accord, on s'est rencontrés pour pouvoir aller les rencontrer entre eux et même les réconcilier. Parce qu'on est obligé de vivre ensemble. Cette rencontre intercommunautaire tenue à Bourem est le couronnement d'un partenariat entre l'ONG Taoussa et l'ONU Femmes. Première du genre depuis la libération, elle a été sanctionnée par des recommandations dont le centre d'intérêt est la réconciliation. Une délégation de l'ADEMA conduite par son président par intérim a été reçue mardi dernier par une délégation du Bureau exécutif national du Rassemblement pour le Mali RPM dirigée par son vice-président au siège du RPM. Suite à ces échanges, les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune de promouvoir les principes et valeurs de la social-démocratie, d'assurer au président de la République une majorité confortable à l'Assemblée nationale. En conséquence, ils ont décidé d'approfondir la réflexion sur les alliances possibles entre les partis de la mouvance présidentielle lors des prochaines élections législatives du 24 novembre. Page noire de ce journal, M. Haruna Meiga nous a quittés le 27 septembre dernier à l'âge de 78 ans. Il a été accompagné par les siens aujourd'hui au cimetière de Amdalaï où il repose désormais. Haruna Meiga a été à l'avant-garde de nombreux combats politiques et associatifs au Mali et en France. C'est pourquoi il a été élevé en 2001 au grade de chevalier de l'Ordre national du Mali. Haruna Meiga a aussi occupé les fonctions de conseiller culturel de l'ambassade du Mali en France en 1964. Il laisse derrière lui une veuve, 7 enfants et de nombreux petits-fils. Ainsi va la vie, que son âme repose en paix. Avant de refermer définitivement ce journal, vous pourrez suivre la traduction du discours à la nation du président de la République en Bamana par Marc Koulibaly. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain 13h, Aïssata Ibrahim Maïga, 18h-20h, Ibrahima Djombele prendra le relais. D'ici là, visitez notre site www.ortm.ml. Bonne suite de programme. Excellente nuit à tous.